Né à Valparadis dans la ruralité abitibienne, François Gendron cultive avec persévérance sa passion pour l'enseignement. Élu député 11 fois consécutivement dès 1976, ce champion de la longévité cumule pendant 42 ans les fonctions notamment de ministre et de président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, M. Grant. Bienvenue à Mémoire de député. Ça fait plaisir d'être là. En 2012. Vous avez qualifié la dernière session de l'Assemblée nationale avant les élections comme la pire de vos 35 ans de carrière. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé et c'était qui la faute? Bon, je l'ai qualifié, vous le savez. Ce qui est arrivé, c'est toute cette espèce de niveau de langage, la hargne, le manque de décorum, le manque de niveau. Il y a eu des périodes de questions d'une bassesse questionnable. Rappelez-vous, là, combien on devait se battre pour avoir la commission d'enquête sur toute la collusion, la corruption. Et on sentait que c'était vraiment incrusté d'une façon forte dans les contrats municipaux, dans différentes villes. Et là, on dirait que, pour toutes sortes de raisons, le pouvoir avait gangréné beaucoup d'attitudes que je réprouvais. Puis là, il y avait vraiment du personnel aussi, parce que le personnel au sens de vivre ça personnellement. Tu es sur le siège, tu entends toutes sortes de faussetés, tu entends toutes sortes de dires qui ne correspondent pas du tout à ce que tu lis, parce que j'étais vice-président. Là. Alors, quand je l'ai dit à la fin, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. C'est un siège d'observation extraordinaire, le siège de vice-président. Alors, quand tu vois des parlementaires, mais qui jouent trop souvent à un niveau que je réprouvais, ça devient harassant, ça devient démoralisant, ça devient plate sur le plan de, entre guillemets, là, l'espèce de noblesse. Parce que la politique, là, oui, c'est des humains qui la font. Fait que par définition, il y a des carences, il y a des manques, il y a des entraves à toutes sortes de choses. Mais jamais on me fera croire, moi, que la politique n'a pas un caractère d'engagement, de noblesse, de service civil ou public. Et lorsque ça se dégrade, on est tous responsables. On a toute une responsabilité. On écope, en tout cas. Oh oui. On est pas le responsable, mais on écope. Alors, c'est pour ça que, je vous l'ai déjà dit, il y a probablement des gouvernements qui ont perdu 3 vice-premiers ministres. On a vu ça. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants politiques qui sont allés aussi loin dans ce que j'appelle le cynisme politique, des paysans qui a des conséquences, qui vont prendre du temps à restaurer cette image-là de crédibilité. Quand tu te bats toute ta vie là, pour essayer de restaurer l'image des élus, puis que tu vis une période très, très difficile, ben, tu fais le constat que j'ai fait, c'est tout. Vous avez fait de la campagne de 2012 seul dans votre auto. On dit que vous avez parcouru 10 000 kilomètres pendant cette campagne-là. Oui. C'est presque une campagne de notre époque. Tu sais, Vous n'avez pas tort, mais est-ce que vous voulez... moi, je savais que si j'allais voir les citoyens pour une énième fois et que je leur expliquais plus personnellement, sans intermédiaire médiatique, journaux ou autre, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de feuillets, puis de pamphlets, puis ainsi de suite. Ouais. Mais moi, les gens me demandaient, là, viens nous voir, on veut te voir sur le terrain. Alors, j'ai jamais changé d'avis là, que moi, après avoir été plusieurs fois ministre, être accompagné, avoir une espèce de, pas de suite royale, mais pas loin, en Abitibi-Témiscamingue, là, avec la ruralité, les petits villages, le monde que je connais, salut François, comment ça va François?
c'était ça marchait pas, là. Donc, j'aimais mieux une campagne. J'arrive là, je suis avec mon auto, dans les rangs. Je suis un travailleur de ferme, au Moulin-Cy, au dépanneur. Je les connaissais toutes, d'abord. Salut, comment ça va? C'est moi qui gère le temps. J'ai pas de fatigant d'aviateur, puis là, il faut que tu en fasses le plus possible, ainsi de suite. Alors, on l'a fait seul comme candidat. Ça, je l'ai fait. Mais on ne la fait pas seul en termes d'organisation. Oui, parce qu'il faut que quelqu'un planifie les porte-à-porte et Ah, qui oui. devance pour dire... Les circuits, pourquoi que parfois, à un moment donné, on sélectionne aussi un peu. Oui. Moi, j'aime mieux aller chez quelqu'un que je risque de serrer 3 mains qu'une main qui va me prendre 20 minutes parce que je sais que c'est la stineux du village, puis de toute façon, il veut rien savoir. Alors, en campagne, là, faut pas brûler du temps inutilement. Faut que tu brûles du temps qui rapporte. Alors, du temps qui rapporte, bien, ça donne lieu à toutes sortes de méthodes. Mais écoutez, pensez-vous que je ne le connais pas, mon terrain, là? Depuis 1976 que je le parcours. Et je le parcours encore, pas en fin de semaine passée, mais l'autre fin de semaine, j'avais 5 événements. Puis il disait, comment tu fais? Tu es à court partout 40 ans après. Bien, il dit, j'ai pas le choix. Mon côté n'a pas changé, là. Moi, j'ai autant même... J'ai encore beaucoup trop de villages à mon goût, mais c'est pas contre les villages que je dis ça, là. C'est que quand tu as 42 municipalités, je ne changerai jamais d'avis que ce qui est commandant en politique, c'est le nombre de municipalités. Parce que tu as un club d'âge d'or, tu as un club de ci, tu as un club de ça, puis tu as une série de petites entités qui te réclament pour du soutien, de l'accompagnement financier, de la présence à leur événement. Et moi, je ne change pas d'avis. Un député, il faut qu'il accompagne son monde. Mais il faut qu'il l'accompagne tout le temps. Il est député tout le temps. On n'est pas juste député en campagne électorale. En 2012, cette campagne-là a été un succès pour vous. Oui. Vous êtes élu minoritaire. Oui. Pauline Marois devient la première ministre. Alors, Madame Marois, mes premiers mots seront pour vous féliciter pour votre élection, dans un premier temps, dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, mais bien entendu pour votre élection à titre de première femme, première ministre du Québec. Avez-vous senti à ce moment-là que même si vous étiez le gouvernement, que le mandat était pas fort? Ou est-ce que aussi le gouvernement était toujours un peu sur une corde raide? Ce qu'on a surtout senti, c'est que les gens étaient tannés des libéraux, collusion, corruption, toutes sortes de situations, pas trop d'orientation. Et ils ont confiance qu'on va redresser l'affaire. Et c'est ce qui se passe. Mais vous dites, avez-vous senti que le gouvernement n'était pas très solide? Parce que d'abord, on était minoritaire. Oui. Alors ça, c'est sûr qu'on l'a appris qu'on était minoritaire. Puis là, bien, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, on avait une bonne plateforme, l'électrification, on avait un recrutement de candidats et de candidates d'envergure. Mme Marois avait fait un effort sans précédent, avec beaucoup de succès, de l'équipe qui se présentait. Et écoutez, je n'ai pas amené ça, mais je peux encore sortir des découpures de journaux qui attestaient qu'on avait des bonnes chances d'être un gouvernement majoritaire. Mais dans la dernière semaine, ça l'a énormément... Donc, on a été un gouvernement minoritaire. Et un gouvernement minoritaire, même si rapidement on s'est mis à la tâche, c'est plus difficile. C'est très difficile. Regardez, on a essayé d'avoir des discussions pour améliorer le fait français, qui glissait, puis on était au gouvernement, puis on voulait faire quelque chose. On n'a pas eu la collaboration de la CAQ, qui trouvait qu'on allait trop loin. Puis, il y avait le droit, aux autres, de voir ça comme ils l'ont vu. Je n'ai pas envie de refaire le débat de la charte. Il me semble qu'on aurait pu aller pas tout à fait là où on voulait aller chercher des adhésions, puis prouver que même un gouvernement militaire peut réaliser des affaires, peut faire de la gestion intelligente de gouvernement. Et là-dessus, on a fait quelques gestes concrets par rapport aux valeurs démocratiques, que ce soit des élections à date fixe, que ce soit la révision, par exemple, pour ce qui est des montants de souscription aux partis politiques à 100 $. Moi, j'étais étonné de cette affaire-là. C'est plus dur, je le reconnais. C'est plus exigeant, je le reconnais. Mais ça prête flanc beaucoup moins au prête-nom et à toutes les composantes que vous connaissez qui est arrivé de part et d'autre. Alors, on a réussi quand même à faire quelques législations mordantes au niveau de l'accès à la justice. Notre ministre de la Justice, M. Saint-Arnaud, n'a pas été longtemps là, mais il a bougé.
Oui. Oui, et puis on l'entendait partout. Autrement dit, on avait un bon bilan en 18 mois, puis on s'est fait virer pareil. Mais on s'est fait virer parce qu'on a eu une fin de campagne catastrophique. Quand on a perdu le pouvoir. Et des erreurs que je n'ai pas attribuées à l'un ou à l'autre, mais à l'ensemble de l'équipe. Comme ministre de l'Agriculture, Oui. vous avez proposé une politique de souveraineté alimentaire pour le Québec. Mais parlez-moi de cette idée-là, de qu'est-ce que ça veut dire réellement dans les commerces, dans les épiceries, pour les agriculteurs, pour les gens qui achètent la bouffe, il faut qu'on mange. Pourquoi, moi, j'ai voulu faire une politique? D'abord, c'est parce que c'était dans notre plateforme électorale. On avait pris un engagement, je me rappelle, on avait débattu au Conseil national. En agriculture au Québec, il faut qu'il y ait plus de produits québécois sur les tablettes. Il faut que le gouvernement donne l'exemple dans ses institutions, donc dans la mission éducative, santé, prison, CPE. Il faut viser à ce qu'il y ait le plus de produits québécois. Plus concrètement, c'était de créer une table de concertation avec tous les intervenants du secteur agroalimentaire. Voici donc les priorités que nous avons retenues pour mettre en œuvre la politique de souveraineté alimentaire. Qui inclut les filières agricoles, qui inclut les instances qui soutiennent les programmes agricoles, ça veut dire la financière agricole, la transfo alimentaire et les consommateurs. Alors, dans la politique, il y avait ce qu'on appelle 55 engagements fonctionnels étalés pour une période de 4 ans. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, l'élément le plus fort, l'État qui donne l'exemple dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les CPE, où on demande un effort à tout le monde de rentrer plus de produits du Québec dans ces institutions-là pour démontrer un produit du Québec qui est de plus de qualité, il a moins voyagé, puis il vient pas de l'extérieur, puis il y a moins de gaz à effet de serre, puis là, vous faites toute la boucle. Regarde s'ils sont bons. Puis je sais d'où ils viennent, des piments de qualité, c'est tout dans les serres. Et ça avait été immensément bien retenu. Tous les producteurs agricoles que je rencontre encore aujourd'hui me disent « on s'ennuie de vous ». Il y avait du contenu là-dedans. On aurait aimé que le temps passé au ministère vous permette d'aller plus loin parce que j'aurais modélisé davantage de choses liées à ce que je viens de dire. Et la table de concertation de l'ensemble des agents aurait travaillé davantage ensemble pour aller plus loin et s'assurer qu'on corrige un certain nombre de lacunes qui existent, parce que je ne suis pas fou, là. C'est pas parce qu'il y a une politique de souveraineté alimentaire que rapidement, on aurait augmenté le gap de produits du Québec. Mais avant, il s'était passé quelque chose. Aliments faits au Québec ou du Québec, on a même failli abandonner le logo. Ouais. Et là, une chance qu'il y a eu un tollé rapidement, mais il faut être sur une autre planète. Il faut vraiment être déconnecté de toute réalité pour avoir l'envie de réduire uniquement savoir ce que je mange. Est-ce que la grande difficulté dans une politique comme ça n'est pas le fait que les consommateurs s'y intéressent pas? Même les commerçants, je peux vous citer une épicerie que moi je fréquente, où c'est marqué à la porte quand on rentre chercher son panier, « Achetez des produits locaux ». Et la première fois que je vois en entrant, c'est un grand stand de produits mexicains. Je crois que les consommateurs souhaitent de plus en plus savoir ce qu'ils mangent. Et avec l'instauration des marchés publics qui ont triplé, ça produit, c'est-à-dire ça indique le contraire de ce que vous venez d'affirmer. Moi, je prétends qu'il y a de l'appétit pour des produits locaux. Le problème, c'était, regardez bien, mais là, il faut être attentif, pas à moi, mais à la réalité. Ouais. On a perdu à peu près 45 de la production maraîchère à cause des coûts énergétiques qui sont trop élevés. Mais ça, c'est vrai, là, comme on se parle. Est-ce que dans la politique, souveraineté alimentaire, il y avait quelque chose d'intéressant à ce sujet-là? Ben oui. On avait convaincu
avec notre énergie à l'étranger, commençons donc par nous-mêmes, chez nous. Reprenons nos parts de marché qu'on a perdues dans le maraîcher. Reprenons nos parts de marché qu'on a perdues dans l'horticole. Dans les produits horticoles, est-ce qu'il y a de plus en plus de production de serre? Bien oui, je vais vous emmener juste ici, là, à Saint-Nicolas. Mais on aurait pu le faire 20 fois plus, d'une façon plus importante, avec une aide financière directe aux producteurs séricoles. Moi, j'ai été ministre de l'Agriculture 1 an et demi. J'ai eu des discussions avec la première ministre de l'Ontario. On avait une bonne entente. Et elle me montrait des chiffres de réduction. Quand vous dites qu'ils veulent avoir des fruits et des légumes de qualité, bien oui, mais il faut en produire pour ça. Est-ce qu'on est capable de le faire? Oui. Est-ce qu'on peut rallonger la période de production en serre? Oui. Mais en autant qu'on accompagne ceux qui veulent en faire. Et malheureusement, on ne les a pas soutenus adéquatement. Et il y avait tout ça dans la politique de souveraineté alimentaire. Plusieurs de mes anciens collègues journalistes ont qualifié de mauvaise quand ils étaient gentils votre campagne électorale en 2014. Êtes-vous d'accord? Bien, moi, comme je vous l'ai dit, là, non, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce qu'on a raté notre campagne dans les 10 derniers jours? Oui, oui, oui. Alors, on a eu une mauvaise campagne vers la fin, de mauvaises décisions. Je répète un peu ce que j'ai dit. Si, à 8-9 jours de la dernière campagne, certains journalistes prétendent qu'on risque de former un gouvernement majoritaire et qu'on glisse... écoutez, on en a mangé toute une, là, en dernière élection. J'ai rarement vu ça. Moi, dans ma carrière politique, c'est le pire résultat. On peut être plus long sur l'analyse, mais ça ne changera pas le résultat final. Donc, est-ce que oui, les archives, l'histoire vont prétendre ce que vous venez d'affirmer avec raison, que ça n'a pas été une bonne campagne électorale en termes de résultats? Et le flou artistique sur le référendum n'a pas aidé non plus, là. Parce que, bon, c'est sûr qu'ils l'ont joué d'une façon très démagogique, mais indépendamment de la démagogie, il n'en demeure pas moins que, d'après moi, c'était assez évident qu'on aurait dû dire plus rapidement qu'il n'y en aurait pas. Parce que Mme Marois l'a affirmé qu'il n'y en aurait pas. Mais ça n'a rien donné, parce que les jeux étaient faits. Et il y avait peur qu'il y en ait un. On l'a joué, comme je vous l'ai dit tantôt, l'adversaire l'a joué à satiété, plus la charte sur laquelle on n'était pas revenu. On n'était pas revenu au Conseil des ministres pour fermer le dossier. Par contre, dans l'opinion publique, il y avait une crainte maladive qu'on aille très, très loin jusqu'au congédiement. Alors que moi, je suis à peu près certain que si on avait eu l'occasion de revenir au Conseil des ministres avec le résultat de la consultation que M. Drainville menait, est-ce que ça aurait changé complètement le résultat final? J'en sais trop rien. Mais est-ce que ça aurait été le même document qu'on a véhiculé partout? Moi, je crois que non. Mais est-ce que ce n'est pas le devoir d'un parti politique d'être prêt pour la campagne, de faire exactement ce que vous avez demandé, d'éliminer les irritants avant de lancer la campagne, plutôt de les vivre pendant la campagne? Vous avez complètement raison. Moi, regardez ce que j'ai dit, je le dirais n'importe où. Moi, je crois pas, quand on est un gouvernement minoritaire et qu'on vient d'adopter une loi en plus à l'unanimité sur des élections à date fixe, qu'il nous appartient de déclarer les hostilités. Ça n'a pas d'allure. Sur le plan, en tout cas, mon raisonnement, moi, je ne suis pas capable d'arriver à cette conclusion-là. Parlons d'autre chose. Oui. Le 15 avril 2014, vous devenez le détenteur du record de longévité à l'Assemblée nationale. Oui. Sans interruption, en tant que député. Quel était votre sentiment à ce moment-là de se rendre compte que, wow, j'ai fait ça? Oh, très grande fierté, mais pas pour moi-même, sincèrement. Là. Moi, d'abord, je connais personne qui va en politique pour battre des records de longévité. Moi, je n'en connais pas. Bon, est-ce que c'est parce que je n'ai pas validé ça, je n'ai pas assez fait d'interrogatoire, je ne sais pas. Mais on ne va pas en politique pour battre des records de longévité, on va en politique pour changer des choses. Mais ceci étant dit, pourquoi que j'étais quand même très fier, c'est tout le jugement démocratique qu'il y a là-dedans.
Moi, savoir là, que je me présentais en 76, je ne croyais pas passer, je ne croyais pas que je gagnerais. Et aujourd'hui, en 2016, être encore en politique, essentiellement, la logique de ça, c'est le jugement populaire de mes commettants. Et c'est ça qui vient me chercher, que mes commettants, à 11 reprises, me disent, François, on te fait confiance, tu nous représentes adéquatement et on veut que tu restes là. En gros, c'est ça que ça veut dire. Peut toujours dire se faire élire, n'importe qui peut se faire élire. Mais se faire ré à 11 fois, c'est un peu rare. Ça n'arrive pas, toi. Bon. L'autre, ce qui m'est arrivé quand c'est arrivé, c'est on ne fait pas ça tout seul. Il faut être vraiment chanceux puis bien accompagné. Et objectivement, je crois que j'ai été assez chanceux d'un ministère que j'ai eu. Ça a plutôt bien été que mal été. Vérifier n'importe où, la presse, les écrits sur mon passage politique, il n'y a pas beaucoup de choses négatives. Je n'ai pas beaucoup d'éléments négatifs. Et ça, je le dois à mes électeurs, mais à mes valeurs. Moi, j'ai toujours pensé que simplicité, travail, franchise, c'est des valeurs qui doivent jamais te quitter. Donner leur juste, accompagner ton monde, leur dire les choses telles que tu les vois. Est-ce qu'il est arrivé que j'ai eu des accompagnements plus difficiles? Comprends? 83, là, pour un ex-syndicaliste, c'était pas drôle. Monter sur les tribunes, puis expliquer pourquoi qu'on les avait coupés, puis qu'on les avait envoyés dans la piscine, puis ça, mais je l'ai fait. Il y a eu d'autres moments. Je pourrais tout faire les séquences très, très, très difficiles. Parfois sur des projets de loi, parfois sur des contenus, parfois sur des réalités de région. Mais les BPC là, en Abitibi-Témiscamingue, là, je me suis battu pas à peu près. Mais c'était pas facile, ça, là, de faire comprendre aux gens que même si vous avez raison que ça n'a pas de bon sens, c'est pas moi qui avais pris la décision de dire bon, ben l'Abitibi, ils sont loin, puis il n'y a pas de monde, fait qu'on on peut déverser nos déchets là, puis il n'y aura pas de problème. Servir de pourvoyeur de ressources pour le reste du Québec pendant 10 années, là, je fais référence à la 3e usine de papier journal, parce qu'on avait une au Témiscamingue Sud, mais il n'y avait aucune usine de papier journal en Abitibi. Puis on fournissait les copeaux pour Trois-Rivières, l'Outaouais, la Kruger, puis rien contre Kruger, au contraire, partout au Québec. Puis là, M. Lévesque m'avait dit, je vais t'accompagner, bats-toi, puis s'il y a de l'accompagnement financier de l'État québécois pour une autre usine, ça va être en Abitibi qu'elle va avoir lieu. C'est ce qui est arrivé. Alors, j'ai gagné des gros dossiers. On en a perdu quelques-uns, et on perd toujours, on ne gagne pas tous nos dossiers. Mais tout ça, c'est l'image qui me venait en tête quand vous dites que ça t'a fait, comment tu as vécu ça. J'ai vécu ça avec énormément de satisfaction du devoir accompli, mais surtout, de l'authenticité de mes commettants qui ont toujours dit, si tu restes comme t'es, présent, authentique, donne leur juste, pas de langue de bois, c'est le député qu'on veut, on va te faire confiance. J'ai eu la santé, j'ai eu une famille politique qui m'a aidé, j'ai eu une famille personnelle qui m'a aidé à passer à travers. Alors, tous ces éléments-là font que je suis encore actif. Je vous annonce officiellement que je ne serai pas candidat à l'élection générale du 1er octobre prochain. Est-ce que tout le monde comprend qu'il est important, quand on est député et qu'on veut la fidélité de ses électeurs, que cette fidélité n'est pas à sens unique? Bien, je souhaiterais que tout le monde le comprenne, mais c'est clair que, puis là, sans faire de... Je ne ferai pas de personnalité, mais écoutez, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Est-ce que j'ai vécu des situations où des députés se rendaient compte que, ah ben moi, là, c'est pas eux autres qui vont me dire comment faire mes fins de semaine, c'est pas eux autres qui vont occuper mon temps. Je regrette. On ne peut pas avoir... ça ne marchera pas. Bon, les gens vont dire, les comtés ne sont pas tous pareils. Vous avez raison. Les comtés ne sont pas tous pareils. Mais l'attitude d'être en position de servir durant tout le temps que tu as un mandat désigné par tes électeurs, quel que soit le caractère des comtés, ça va toujours demeurer. L'électorat légitimement prétend
avec raison, je pense, qu'un élu doit servir plutôt que se servir. Et si tu veux servir ton électorat, ben, tu ne peux pas le faire toujours avec ton agenda personnel. Il faut que tu en tiennes compte, parce que comment je vous ferai quoi? Que moi, jamais je m'occupe de mes besoins légitimes de famille ou à monnaie, c'est assez. Il faut que tu fermes le rideau. Il faut dire, ben, regarde, moi, là, ça fait 5 semaines d'affilée que j'ai de quoi samedi et le dimanche. Là. Samedi prochain, là, mon samedi, il va être à moi. Mais il faut que tu le fasses avec discernement, distinction, parce que le samedi que tu as décidé qu'il est tatoué, là, oui. Il peut arriver 3-4 événements là, qui font qu'il n'est plus tatoué. Parce que l'événement exige ta présence, le milieu souhaite que tu sois là, que ce soit un décès d'une personnalité, que ce soit un événement majeur, un 50e de paroisse. Puis là, ben, c'est le souper des retrouvailles. Puis là, regarde, moi, là, c'est mon tournoi de golf avec des potes ailleurs. Non, il faut que tu ailles au souper des retrouvailles. Autrement dit, ça prend une grande souplesse de ton agenda personnel, eu égard à la responsabilité que tu as sollicité. C'est quand même le candidat qui s'est présenté. Là. Oui. Il s'est offert, puis on lui a donné le job. Il faut qu'il la fasse. Puis pas toujours quand ça va bien. Il faut la faire tout le temps. Dans 40 ans de vie à l'Assemblée nationale, je sais que c'est une question pas juste, là, mais y a-t-il une chose en particulier que vous retenez? Ah, oui, puis je veux pas que ça ait l'air partisan, mais non, mais j'en retiens plus qu'une, mais vous dites, y a-t-il une chose? Il y a des moments extraordinaires de niveau, de hauteur, de respectabilité à l'Assemblée nationale qui m'ont frappé. Le premier débat sur la question du référendum 80, allez voir les archives, on a dit que ça s'était fait d'une façon respectueuse, digne, avec un contenu intelligent, préparé, ainsi de suite. Est-ce que ça m'a frappé, m'a toujours le retenir? Oui. La loi sur mourir dans la dignité, qu'on soit pour ou contre, ainsi de suite, ça a été cheminé avec grâce, délicatesse, respect, consultation. C'était noble, c'était beau lorsqu'on a finalisé ce processus-là après 2 ans et demi de consultation. Il y avait une espèce de symbiose extraordinaire. Les événements qui s'est passés, la catastrophe qui s'est passée à la Polytechnique. Oh. Non, mais encore là, à chaque année, est-ce que c'est venu me chercher de la manière qu'on fait ce rappel et comment ça l'a pris les parlementaires, et là, il n'y avait plus aucune partisanerie politique. C'était des hommes et des femmes qui étaient très consacrés à ce que de telles affaires comme ça se produisent plus jamais, autant que possible, tout en sachant que on veut juste le souhaiter, le baliser pour plus que ça arrive. Autrement dit, des moments de dignité à l'Assemblée nationale, il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'il y a eu des moments où j'aurais mieux être ailleurs puis pas voir ce que j'ai vu? Bien sûr. Mais ça reste que c'est des hommes et des femmes qui représentent le peuple. Or, on ne peut pas être différent du peuple. Est-ce qu'il y a des affaires dans le peuple là, qui, des fois, ne viennent pas me rejoindre sur mes valeurs? Bien oui. Alors, est-ce que je vais garder plus de bons souvenirs que de mauvais? Bien sûr, je suis sûr que oui, parce qu'on ne peut pas rester là 40 ans si on trouve qu'il y a trop de perte de temps, c'est pas de niveau. Ça reste une représentation d'une image d'une démocratie vivante avec ses forces et ses faiblesses. Et moi, de toute façon, je ne pourrais jamais ne pas être content de ma carrière politique. Je suis très content de ma carrière politique et de l'accompagnement que j'ai reçu pour la mener le mieux possible. Merci beaucoup, M. Gendron. Bienvenue. Un plaisir.